Bonjour à tous et voilà, c'est la dernière ou plutôt la première minute de la dernière session de ce mois du retail. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, comme j'ai été ravie d'être avec vous pendant les 3 dernières semaines. On a une matinée chargée encore, de nombreuses interventions qui vont pouvoir continuer à nourrir un petit peu vos réflexions, notamment en attendant de se retrouver physiquement à Monaco, comme vous l'a déjà annoncé Sonia, au mois d'octobre prochain. Ce matin, ce que je vous propose, c'est de commencer par prendre un petit peu de hauteur sur les sujets qui sont les nôtres depuis le début de ce mois, en écoutant Julia de Funès, que vous connaissez peut-être sûrement. Julia de Funès, qui est donc philosophe, conférencière et auteure. Après l'avoir écouté nous parler de ce qui va rester, ce qui va partir, en tout cas de ce qui peut rester, ce qui peut partir. Après cette période particulière, on retrouvera Richard Demory, qui est responsable marketing B2B de Honey France, et on parlera à nouveau de commerce responsable et de financement, et de comment faire rimer d'ailleurs financement et consommation responsable. Pour les habitués, vous retrouverez ensuite Alexis Dugard, qui est cofondateur de Business First et qui viendra cette semaine accompagné de Inès Rekiek, qui est CRO de You Love Words. Ils nous parleront ensemble de la valeur ajoutée de ces partenariats au sein de l'écosystème. Alexis Amar, qui est Growth Manager chez MangoPay, viendra accompagné d'Antoine Desroches de Miracle, et ensemble, ils nous parleront justement de ces marketplaces et de la façon dont leur partenariat, puisque eux aussi sont partenaires, vient donner du sens et créer également de la valeur sur des marketplaces. Avec Grégoire Guiraudin, on s'intéressera ensuite à la façon dont on peut finalement aujourd'hui faire du reporting sans que ce soit forcément une punition, en tout cas un facilitateur de reporting digital. On continuera avec Jérémy Buffalon de iPay et Laurent Barra de Nocibé. Tous deux nous parleront de commerce unifié en temps de pandémie et de la façon justement dont le commerce unifié a forcément aidé Nocibé à répondre aux attentes de ses clients et de ses consommateurs pendant cette année particulière. On retrouvera enfin Majda Chaplin pour l'interview durable de la semaine, cette fois en compagnie de Quentin Briard, qui est CEO marketing digital et technologie de Club Med, et on clôturera cette édition et le mois du retail en compagnie de Sonia Mamin bien sûr et de Armel Gerbet de BNP Paribas, que vous connaissez également. Je vais donc céder ma place à Julia de Funès. Docteur en philosophie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est diplômée d'un DESS en RH, conférencielle. Notamment, elle est auteure de Socrate au pays des process, qui est paru chez Flammarion en 2017, et de la comédie inhumaine, co-signée avec Nicolas Bouzou, paru aux éditions de l'Observatoire. Il me semble qu'elle travaille, ou plutôt que va paraître bientôt, un nouvel ouvrage titré « Tout doit changer pour que rien ne change ». Ça tombe bien puisque c'est à peu près le thème de la conférence qu'elle va vous donner tout de suite. Alors, comme de coutume, on lui a proposé de lancer un sondage, de poser une question pour savoir un petit peu quelle est la perception de son auditoire à cette question à laquelle on vous propose de répondre. Voici la question retenue. Les sondages, ou plutôt les QCM, sont-ils pour vous, comme pour Julia de Funès, une insulte à l'intelligence humaine? Voilà, je vous laisse vous mobiliser et répondre à cette question. Et on retrouve Julia de Funès tout de suite et la réponse à votre question après son speech. Bonjour à tous. Je précise juste que je n'avais pas dit que les sondages étaient une insulte à l'intelligence humaine, mais que les QCM ou les questions existentielles qu'on résume par oui ou par non, il faut répondre par oui ou par non, me semblent parfois vraiment très réductrices et très simplistes. Puis il y a une mode du QCM. Bon, enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai 30 minutes pour vous parler de ce qui va rester, ce qui va changer. J'en sais strictement rien, à vrai dire. Il y a eu un piège depuis un an sur la question et après, est-ce que tout changera, est-ce que rien ne changera. Je pense que les deux propositions
propositions sont fausses. Tout changera, bien sûr que non, et heureusement que non, parce que beaucoup de choses sont formidables et ne doivent pas changer. Et rien ne changera est fausse aussi. Cette proposition est fausse aussi, puisque des choses sont déjà en train de changer et de s'inscrire dans un temps long. Je vais évidemment parler du télétravail. C'est la chose qui a été la plus concrètement visible et qui me semble être une force qui va, contre laquelle, évidemment, il est très compliqué de lutter et qu'il ne serait même pas bon d'enrayer. Évidemment, pour moi, c'est quelque chose de très positif et j'en parle là en dehors de la période de confinement. Je vais y revenir. Mais juste avant de commencer sur les choses qui s'inscrivent dans un temps long comme le télétravail, je voulais juste préciser que malgré l'aspect catastrophique de la période, que ce soit économique, social, moral, de ces points de vue-là, les moments, si on prend un peu de recul, les moments de rupture et les moments d'arrêt sont, à travers l'histoire des hommes, l'histoire du management, l'histoire des sciences, si on reprend toutes les grandes histoires, sont les moments de progression aussi. Donc je sais que c'est difficilement audible et de dire ça et d'entendre ça aujourd'hui parce qu'on est dans un marasme terrible, mais néanmoins, si vous regardez l'histoire des hommes, l'histoire des sciences, l'histoire du management, c'est toujours des arrêts, des périodes de rupture qui permettent les grandes innovations. Il y a une phrase de Pierre-Gilles de Gennes au sujet des sciences qui illustre ce point-là et qui disait « c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité ». À un moment, il faut une rupture épistémologique, il faut un saut épistémologique, un arrêt brutal pour changer de paradigme et progresser. Et je crois que cette période, après quelques mois et quelques années de recul, montrera aussi qu'il y a eu certains bienfaits inespérés et pour moi le télétravail en fait partie. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les inconvénients du télétravail, mais en tout cas c'est une avancée dans le domaine managérial, c'est sûr. Donc les moments de suspension, comme celui dans lequel nous nous trouvons, sont aussi les meilleures chances de réflexion et imposent une exigence de lucidité qui, pour moi, permettrait d'éviter les prospectives. Est-ce que tout changera? Est-ce que rien ne changera? Pas du tout. Le sujet, pour moi, c'est de repenser le moment présent. Il est déjà compliqué à penser et de voir ce qu'on peut en tirer. Je le disais, le premier point, le plus concret, c'est évidemment le télétravail. Je ne vais pas revenir sur les évidences liées au télétravail qui sont des gains de temps de transport, etc. Ça, tout le monde le sait. Pour moi, le gros avantage, c'est que le télétravail est une libération psychologique. Depuis des années, les entreprises, les open space, les flex office font que les gens sont visibles en permanence. On est sans cesse vu, il y a moins de matière, il y a moins de bureaux, il y a moins d'espaces fermés, d'espaces clos. Donc on est visible en permanence. Et il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus. On est en représentation inconsciente, on est en représentation plus ou moins consciente. Et donc ça accapare une part de l'esprit qui est évidemment soucieux de l'image qu'il laisse transparaître de lui-même et ça influence aussi le travail puisque l'esprit est accaparé par cette représentation de lui-même et donc est forcément moins concentré sur son travail. Je crois que le télétravail agit d'une certaine façon comme un tamis. Seul le livrable ou la performance compte ou en tout cas compte plus et il y a beaucoup moins de place pour la comédie humaine, la théâtralité humaine, le présentiel pour le présentiel et toute cette cérémonie qui est consubstantielle au fait d'être ensemble dès lors qu'on est réunis les uns à côté des autres. Une forme de comédie apparaît, on est en représentation. Donc je crois que ça fait beaucoup de bien, c'est ça que j'appelle la libération psychologique, de pouvoir se retirer, se réfugier, de travailler d'où on veut, quand on veut. Et ça ne veut pas dire encore une fois qu'on n'est pas aussi visible et sollicité et dispersé, ça je le sais très bien. Mais pour moi, c'est quand même une grande avancée de cette autonomie qui est inhérente au télétravail. Le contre-argument qu'on entend très souvent au sujet du télétravail, et c'est celui-ci que je voudrais pulvériser, moi j'y crois pas du tout, mais encore une fois, la philo, c'est pas forcément, je suis pas le sujet sachant, mais en tout cas, je vous expose des idées. Et pour moi, le contre-argument qu'on entend souvent, c'est le télétravail va empêcher les liens sociaux, et va déliter les liens sociaux, et va entamer un peu le travail collectif. Et donc le collectif est le contre-argument très souvent qu'on entend au sujet du télétravail. Je ne crois pas du tout à ce contre-argument-là. Je crois qu'on confond la période de confinement et la période sclérosante dans laquelle nous sommes avec le télétravail. Mais le télétravail, premièrement, n'empêche absolument pas de se retrouver. En France, en tout cas, on est très rarement dans un télétravail 5 jours sur 5. Donc, ce n'est pas parce qu'on télétravaille qu'on n'a pas des jours par semaine, 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine où on se retrouve. Donc, ce n'est pas le télétravail qui empêche les moments de retrouvailles ou les moments de collectif. Et très souvent, on utilise le télétravail comme un alibi en disant le télétravail empêche les moments collectifs. Non, c'est un manque organisationnel ou un manque de volonté qui fait qu'on ne se retrouve pas, mais ce n'est pas le télétravail qui empêche de se retrouver. Donc, ce premier argument, contre-argument du collectif.
Deuxièmement, le présentiel, vous l'avez expérimenté comme moi, ne garantit jamais un travail collectif très fort. C'est pas parce qu'on est les uns à côté des autres qu'on travaille forcément mieux. En présentiel, quand on est dans les open space et qu'on n'ose pas parler à son voisin qui est pourtant à 1,50 m de distance parce que sinon on gêne l'ensemble du plateau, on préfère lui envoyer un mail, ce qui fait qu'on se retrouve en télétravail en présentiel. Donc le présentiel n'a jamais garanti non plus un travail collectif très fort. C'est pas parce qu'on est réunis ou à côté les uns des autres qu'on travaille mieux ensemble. Et je crois même, troisième contre-argument, que le fait de distancer et de virtualiser les relations les rend d'autant plus attirantes, attendues et désirées. Le fait de savoir qu'on n'a que 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour se retrouver rend ce moment plus efficace, plus ciblé, plus travaillé, plus désiré. C'est une loi humaine assez basique que je raconte là, une loi existentielle, ce qui est vrai dans l'amitié, qui est vrai dans l'amour malheureusement et qui est vrai aussi dans les relations professionnelles. Le fait d'être en présence continuelle les uns à côté des autres, une certaine usure peut se créer, peut se faire ressentir. Et il suffit de se séparer pour évidemment retrouver tout l'attrait de l'autre personne. Quand je dis c'est une loi existentielle humaine, c'est très proustien ce que je raconte. Si vous lisez ou relisez La recherche du temps perdu, mais il y aurait 1000 autres exemples, le narrateur, évidemment, quand il est à côté d'Albertine, ne supporte plus Albertine. Et il suffit qu'Albertine s'en aille de 3 jours ou quelques temps pour évidemment redésirer et vouloir retrouver Albertine. Mais c'est exactement la même chose en amitié. Si on est sans cesse les uns à côté des autres, même avec nos amis les plus fidèles, une certaine usure peut se créer. Et je crois là qu'avec le travail, c'est exactement la même chose. Quand on sait qu'on n'a que quelques moments ponctuels les uns avec les autres, ces moments sont plus fructueux, plus savoureux, plus désirés, plus attendus. Donc au contraire, je pense que le télétravail va densifier d'une certaine façon le collectif et va le rendre encore plus attractif parce qu'il nous fait prendre conscience que ces moments collectifs sont rares et donc très précieux. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse sur la notion de collectif, parce que la période nous montre à quelles conditions un collectif véritable émerge. Et trop souvent, parfois, on a l'impression, dans les formations team building et les formations au sujet du collectif, qu'il suffit d'avoir un but commun, un objectif commun, pour créer une force collective. Or, ça n'a jamais suffi, vous l'avez expérimenté aussi comme moi, on peut avoir un but commun, un objectif très clair, et des gens se sentent dans l'équipe ou dans l'entreprise très vite désengagés, démotivés, et ça n'a jamais suffi. C'est nécessaire, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. La condition supplémentaire, la période nous l'a vraiment indiqué, c'est la conscientisation d'une menace, d'un danger ou d'un risque. Alors, comme ça paraît négatif de dire ça parce que les mots font peur, danger, menace, risque, on n'aime pas cette idée, mais essayez de trouver des contre-exemples. Je serais très ouverte à la critique, mais moi, j'en ai pas trouvé, d'autres philosophes non plus, pour montrer que le collectif, vraiment le collectif au sens fort, pas simplement la réunion d'individus, mais le fait d'être soudé, de faire corps, de faire partie du même corps, le collectif véritable, suppose la conscientisation d'une menace, d'un danger ou d'un risque. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ça. Si vous pensez aux associations, il n'y a pas plus collectif que les associations. Les associations, à l'origine, c'est souvent, très souvent, un drame personnel qui est à l'origine de l'émergence de l'association. Si vous pensez au sport, il n'y a pas un esprit d'équipe plus soudé que lorsqu'il y a la menace de perdre un titre ou de perdre un match important. Je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de Paris, donc le corps militaire. Il n'y a pas plus fort aussi, plus soudé que le corps militaire. Et des frères d'armes, des frères de feu, il y a une vraie fraternité. Pourquoi ? Parce que la mort est une éventualité à chacune de leurs actions. Les ouvriers, quand est-ce qu'ils se montrent le plus solidaires, c'est quand en général l'usine menace de fermer et qu'on les voit tous rassemblés devant l'usine. Bref, il y aurait 1000 exemples pour vous montrer qu'à chaque fois, le collectif suppose, la force collective suppose la prise de conscience, ou en tout cas, oui, la conscientisation d'un risque, d'une menace ou d'un danger. C'est pas, encore une fois, négatif de dire ça, mais l'entreprise est truffée de menaces et de risques et de dangers en permanence, des pertes de parts de marché, des peurs de licenciement, des changements managériaux, peu importe, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut manager par la peur, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de dire qu'il ne faut pas nier les réels, de ne pas faire du réel une fonction support et d'appuyer aussi sur les menaces, les risques, les dangers, parce que c'est ce qui soude aussi très fortement les équipes. Je disais que la période nous l'a montré, parce qu'on a vu l'an dernier, notamment durant le premier confinement,
on s'est tous montrés très solidaires vis-à-vis des métiers dits de première ligne et du personnel soignant, alors qu'on sait depuis des mois, voire des années, qu'ils ont besoin d'une reconnaissance plus accrue. Pourquoi tout d'un coup on s'est montré solidaire ? C'est parce qu'on s'est senti menacé dans sa sécurité physique personnelle ou dans son entourage proche, qu'on a ressenti la nécessité d'une action commune. Mais si l'individu ne se sent pas touché individuellement, personnellement, c'est très compliqué de lui demander de ressentir et puis de participer à la nécessité d'une action commune. Ça ne veut pas dire que l'homme est égoïste, mais enfin, la solidarité, ce n'est pas la pure générosité. La solidarité, elle suppose un intérêt partagé. Les systèmes d'assurance sont fondés sur de la solidarité. Ça veut dire qu'en défendant son propre intérêt personnel, on défend l'intérêt de tout le monde. Ou en défendant l'intérêt de tout le monde, on défend son intérêt personnel. La solidarité, elle ne va pas sans un intérêt personnel. C'est ce qui la distingue de la générosité. Donc le collectif, voilà, je voulais juste insister là-dessus, suppose bien sûr un but commun, un objectif commun, mais suppose aussi la conscientisation d'un risque, d'une menace ou d'un danger. Et enfin, dernier point sur le collectif, parce que c'est devenu un totem en entreprise depuis des années, parce que c'est collectif, c'est bien, ce qui ne va pas de soi, parce qu'il y a des choses qu'on fait collectivement et qui sont catastrophiques. L'histoire est truffée de moments collectifs qui ne sont pas forcément des exemples. Donc c'est pas parce que c'est collectif que c'est bien. Bien sûr que le collectif est beaucoup plus puissant que l'individuel, mais à une condition, c'est qu'il soit sous-tendu par un travail individuel fort et rigoureux. Or, trop souvent aussi, on se retrouve en réunion, on se rassemble, on a l'impression de travailler parce qu'on se réunit et résultat, les réunions ne riment strictement à rien, on perd un temps fou, on ne sait pas pourquoi on est là, ça ressemble à de la guimauve collégiale. Pourquoi ? Parce que ce moment collectif n'est pas sous-tendu, précédé par un travail individuel très fort et on transforme l'incapacité, la non-volonté, l'inflamme, peu importe les raisons pour lesquelles on n'a pas travaillé individuellement le dossier, mais on transforme cette faiblesse individuelle en grand mérite collectif et c'est ce qui explique cette perte de temps colossale en réunion évidemment, quand le collectif n'est pas précédé d'un travail individuel fort. Donc voilà pour moi les trois conditions, je ne suis pas exhaustive loin de là, mais en tout cas les trois conditions qui permettent de créer un collectif très soudé. Donc ça c'était le contre-argument, j'ai parlé du collectif parce que c'était souvent un contre-argument qu'on a invoqué au sujet du télétravail, j'ai montré pourquoi j'y croyais pas. En revanche, je souligne bien sûr les inconvénients du télétravail sur lesquels il va falloir travailler et au sujet desquels d'ailleurs le ministère du Travail travaille déjà. Pour moi, c'est évidemment la première difficulté, c'est la difficile dichotomie vie personnelle, vie professionnelle. On l'a vu sur la première partie du confinement notamment, où tous les rôles se mélangeaient, toutes les identités se confondaient. On était à la fois enseignants, salariés, dirigeants, femmes de ménage, hommes de ménage, cuisiniers, cuisinières, enfin toutes nos identités se confondaient. Et évidemment, le télétravail amplifie cette difficulté à dichotomiser, à compartimenter les choses. Néanmoins, je crois que cette façon de penser vie pro, vie perso, c'est très à la mode, c'est devenu même un élément de langage, vie pro, vie perso, on a l'impression que c'est une même expression. Je crois que c'est un artifice de la pensée, au sens où c'est évidemment faux existentiellement. Quand tout va bien dans les deux sphères, c'est très confortable et c'est possible de se dire on compartimente bien les choses, les deux sont étanches et puis on gère bien, on contrôle bien sa vie pro et puis on contrôle bien sa vie perso et tout va bien. On a un sentiment très agréable de contrôle et de maîtrise, mais il suffit d'un grain de sable dans l'une des deux sphères pour se rendre compte de l'impact dans l'autre. Et vous avez un changement de localisation, de rémunération, votre vie personnelle se trouve forcément impactée. Vous êtes malade, votre vie professionnelle se trouve forcément impactée aussi. Donc c'est évidemment une illusion de la pensée que de compartimenter les choses comme ça. C'est pratique, c'est confortable, mais c'est une illusion de la pensée. Là, le télétravail nous renvoie de façon plus forte encore cette vérité existentielle qui est que la vie a une dimension holistique, que l'individu a une dimension holistique, c'est-à-dire globale, et penser compartimenter les choses, c'est évidemment oublier cette dimension holistique et globale de l'individu et de la vie. Et ça nous renvoie à une certaine vérité sur l'humain et qui est parfois un peu dérangeante mais qui me semble plus juste et la philo préfère les vérités dérangeantes aux illusions réconfortantes et j'emprunte le raisonnement à Sartre, vous savez, qui disait que l'authenticité d'un être humain c'est d'accepter cette multiplicité de rôles. Quand on pense correspondre à une chose, à une essence, à un moule, une bonne fois pour toutes, se dire là je suis salarié, je suis dirigeant, je suis conférencière, je suis dans mon rôle et puis j'ai l'impression de correspondre, de me définir par cette identité-là, c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on se ment à soi-même parce que
une individualité, une conscience humaine ne peut jamais correspondre à quelque chose comme une chose est une chose une bonne fois pour toutes. Une conscience humaine, c'est un dédoublement permanent, c'est une multiplicité permanente. Là, je suis dans mon rôle de conférencière, je vous parle, je joue le mieux possible mon rôle, mais évidemment que je me vois vous parler et que je me dis, tiens, j'ai pas dit la bonne référence, j'ai oublié ce mot, etc. Donc, je suis en dédoublement permanent. Et c'est ça, être un individu, être un être humain, c'est être une multiplicité d'identités, un kaléidoscope d'identités, et d'accepter que toutes les sphères se télescopent et que les rôles se mélangent. Ça ne veut pas dire qu'il faut se répandre et se diluer dans une sphère au sujet de l'autre, c'est pas du tout ça, mais c'est se dire accepter cette vérité d'une multiplicité et ne pas se mentir à soi-même en essayant de se définir une bonne fois pour toutes ou de circonscrire vraiment les sphères de vie. Ça, c'est la première difficulté du télétravail, c'est évidemment qu'il exige une autodiscipline très forte et puis des conditions qui permettent de gérer au mieux ces deux parties de l'existence. Et puis le gros inconvénient pour moi très grave du télétravail, c'est évidemment les inégalités sociales qu'il ne fait qu'amplifier. On l'a vu lors du premier confinement. De façon très forte, les enfants qui ne sont pas outillés numériquement se retrouvent très vite en discontinuité pédagogique. Les personnes âgées, c'est pareil. Les entreprises qui ne sont pas mûres numériquement se retrouvent sur le bas-côté de la route très vite. Donc évidemment, il amplifie les inégalités sociales, mais pour autant, il ne provient pas d'inégalités sociales. Trop souvent, on a tendance à dire le télétravail, c'est pour les riches et les cadres, et puis ceux qui sont plus modestes ne peuvent pas télétravailler. C'est faux. Il y a beaucoup de métiers modestes qui peuvent télétravailler, et de métiers très bien rémunérés qui ne peuvent pas télétravailler. Mbappé ne va pas télétravailler, un chirurgien esthétique ne va pas télétravailler, un téléconseiller télétravaille, une assistante télétravaille très facilement. Donc ça veut dire que le télétravail ne provient pas d'inégalités sociales, même si c'est vrai que dans 2/3 des cas, le télétravail est plutôt associé au cadre. Il ne provient pas d'inégalités sociales, il génère des inégalités sociales, il amplifie les inégalités sociales, mais il provient de différences sectorielles. Les différences qu'il engendre sont des différences sectorielles, des différences de métier. J'arrête avec le télétravail parce que je vois que le temps passe, et pour moi, il a des conséquences sur le sens du travail, le sens de l'entreprise, le sens du management. Sur le sens du travail, on le voit très clairement, il domestique le travail, c'est-à-dire qu'il mêle le travail à la vie du foyer. La vie n'est pas simplement ce qui reste à 19h une fois qu'on a fini de bosser. Le télétravail mêle le travail, d'où la difficulté vie pro, vie perso. Mais la vie reprend le dessus sur le travail, ce qui fait que un changement de paradigme qui était déjà présent depuis des années, là, ne fait que s'amplifier. C'est-à-dire que le travail apparaît de façon beaucoup plus prégnante comme un moyen au service de l'existence et est moins considéré comme une finalité en soi. Le travail devient moins une destination, un lieu, une finalité, et il devient plus un moyen au service de la vie. Je disais que c'était un paradigme qui était présent, notamment avec les plus jeunes générations, qui nous montrent ça depuis des années, en faisant du travail un moyen au service de l'existence et pas l'inverse. Je vais raisonner en termes générationnels parce que j'ai peu de temps, c'est toujours faux de raisonner en termes générationnels, mais c'est pour donner les grandes tendances. J'ai 40 ans, pour ma génération et les précédentes, le travail pouvait être considéré comme une finalité en soi. On avait un bon job, on rentrait dans une bonne boîte, la vie était justifiée, la vie professionnelle était justifiée. C'est beaucoup moins vrai pour les plus jeunes. Je prends un exemple, j'étais dans une grande entreprise il n'y a pas longtemps, un manager me dit, dans mon équipe, j'ai un type de 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est dans l'entreprise, donc sa vie, c'est sa carrière, c'est son identité sociale, le travail est une finalité en soi. Et dans la même équipe, me dit le manager, j'ai un type de 25 ans qui me dit, moi, je bosse 2 ans à fond et je fais le tour du monde avec ma copine. Il ne s'agit pas de hiérarchiser moralement, chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le premier cas, le travail est clairement une finalité en soi. Dans le second, le travail est un moyen au service de la vie. Et le télétravail, amplifie ce phénomène-là qui réduit d'une certaine façon le travail à n'être qu'un moyen au service de l'existence puisqu'il le mélange à la vie, il le mélange au foyer. Mais ce n'est pas du tout dévaluant pour le travail de dire ça. Au contraire, c'est revalorisant. Parce que l'énorme paradoxe, c'est que considérer le travail comme une finalité en soi, comme un sens en lui-même, est un non-sens. Parce que le travail n'est pas une finalité en lui-même. Travailler pour travailler n'a aucun sens. Dès qu'on est dans un mouvement pour un mouvement, dès qu'on est dans une action pour une action, on est dans ce qu'on appelle philosophiquement l'absurde, c'est-à-dire qu'on fait d'un moyen une fin. Travailler pour travailler n'a aucun sens, manger pour manger n'a aucun sens, courir pour courir n'a aucun sens, parler pour parler, si c'est ce que je fais, n'a absolument aucun sens. Mais travailler pour travailler n'a aucun sens. Si notre travail a du sens, c'est qu'il répond à autre chose que lui-même. Si mon travail a du sens, c'est qu'il me permet de gagner un salaire, de m'acheter un appartement, de partir en vacances, de rencontrer des gens formidables. Voilà, peu importe les finalités, mais c'est autre chose que le travail qui justifie toujours le travail. Et donc, en faisant du travail un moyen au service d'autre chose que lui-même, la vie par exemple, on lui redonne tout son sens. Donc c'est ça le paradoxe, et c'est ce changement de paradigme qui me semble s'inscrire dans un temps long et qu'il faut retenir parce que c'est
très compliqué et vain de lutter et d'aller contre, le travail retrouve et n'est un sens qu'en concédant à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même. C'est très vrai pour l'entreprise aussi. Il y a quelque temps, l'entreprise pouvait encore être considérée comme une finalité en tant que telle. La grande entreprise était très attractive, on avait une belle identité de marque, des beaux résultats financiers, économiques, et ça justifiait d'une certaine façon les carrières. Et ça me semble moins juste aujourd'hui. Beaucoup de grandes entreprises ont énormément de problèmes de recrutement et d'attractivité. Pourquoi ? Parce que ces objectifs, cette identité, ces objectifs purement financiers et économiques sont bien sûr nécessaires, mais absolument plus suffisants. Qu'est-ce qui permet d'attirer et de recruter les forces vives de notre pays maintenant ? Ce changement de paradigme, c'est de répondre à une raison d'être très forte. On pouvait regarder la loi Pacte il y a quelques mois avec un peu de cynisme en disant c'est du marketing éthique, ça fait bien, mais les entreprises ont vraiment d'autres choses à faire. Je crois que c'est une erreur stratégique énorme. Et les entreprises qui n'ont pas une raison d'être, un sens, c'est-à-dire une cause qui les excède, une grande cause qui les excède, qui les dépasse, ont énormément de problèmes d'attractivité et de recrutement. Il n'y a pas très longtemps encore, je rencontrais des plus jeunes générations, mais comme vous, c'est pourquoi je vais aller bosser dans cette banque-là plutôt que dans telle autre, parce que celle-ci a une raison d'être, un sens beaucoup plus fort, où j'ai le sentiment, en appartenant à cette entreprise-là, de contribuer à une raison sociale, environnementale, humanitaire, peu importe, mais en tout cas à quelque chose qui excède l'entreprise. Donc là, c'est exactement le même raisonnement que pour le travail. L'entreprise retrouve du sens en concédant à n'être qu'un moyen au service d'une plus grande cause qu'elle-même. Toutes les entreprises qui parviennent à recruter et à attirer ont un sens très clair. Et un sens, c'est 5 mots, c'est pas du tout un paragraphe. Ça me fait, je pense à une anecdote, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je travaillais sur un teaser de recrutement pour une grande banque française, et la grande banque met en teaser d'accroche appartenir, bon déjà c'est un mot malheureux parce que l'appartenance me semble être une valeur en voie d'obsolescence, mais appartenir aux leaders français sur ce type de produit. Ça ne fait plus de rimer personne. On n'en a strictement rien à faire d'appartenir à un leader français sur un type de produit. Ce qu'on veut, c'est un sens et sentir à quoi on contribue d'une façon beaucoup plus globale. Les Américains sont très forts, mais les Français, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont très fortes aussi là-dessus. Quand Facebook dit on va relier le monde, ça c'est sûr que ça fait de rimer un certain nombre de personnes. Quand Elon Musk, qui est quand même un manager très tyrannique et très contesté, très contestable, pourquoi tous les ingénieurs de la Silicon Valley veulent aller bosser pour lui ou presque ? Parce que quand il dit on va aller coloniser Mars, c'est sûr que c'est une raison d'être qui rassemble et qui fédère beaucoup plus que les intérêts affichés purement corporate de l'entreprise. Donc c'est exactement le même raisonnement pour l'entreprise, c'est exactement le même raisonnement pour le travail. Les deux ne reprennent du sens qu'en acceptant, en concédant à n'être qu'un moyen au service d'autre chose qu'eux-mêmes. Sur le sens du management, je vois qu'il y a 4 minutes, donc je vais essayer d'être très rapide. On voit aussi très clairement que ce qui disparaît, c'est le management contrôlant, vertical, paternaliste, autoritariste, mais qui avait quand même disparu de façon assez nette depuis des années. Et ce qui reste, c'est un management par la confiance. Juste un mot là-dessus, parce que ce n'est pas un beau mot philanthropique ou philosophique qui fait bien, c'est pour moi très rentable pour l'entreprise. Il s'agit de dire à quel point la confiance est rentable. Et juste un peu de philosophie derrière ce mot-là. Confiance, ça vient de cum fidere. Cum fidere, ça veut dire avec foi. Quand on est dans la confiance, on est dans la foi. On entend même le mot foi dans confiance. Quand on est dans la foi, ça veut dire qu'on est dans la croyance. Quand on est dans la croyance, c'est qu'on n'est pas dans la connaissance, c'est qu'on ne sait pas. Si je crois, c'est que je ne sais pas. Si je sais, je n'ai pas besoin de croire. Si je crois en Dieu, c'est que je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. On n'a jamais pu me prouver son existence, on n'a jamais pu me prouver son inexistence. Donc je décide de parier sur l'inconnu. Et la foi, la croyance, c'est un pari sur l'inconnu, un saut dans l'incertitude. Quand on fait confiance, on parie sur la part inconnue de l'autre ou sur la part inconnue de soi-même si on se fait confiance. Donc c'est pour ça que les gens qui disent j'attends de voir comment il se comporte et puis je lui accorderai plus ou moins ma confiance, c'est tout sauf de la confiance. C'est de la déduction cognitive, mais c'est pas du tout de la confiance. La confiance, elle se décide, c'est une condition, je décide oui ou non de vous faire confiance, mais elle ne s'attend pas au sens, c'est pas la conséquence d'un comportement. Ça, c'est de la déduction cognitive. La confiance s'oppose vraiment au cognitif. C'est pour ça que la fameuse phrase, vous savez, très pratique, la confiance n'exclut pas le contrôle, est très pratique rhétoriquement, mais est une hypocrisie sans borne. Parce que la confiance, c'est un lâcher-prise sur l'autre. Je ne vais pas regarder la façon qu'a l'autre de travailler. Le contrôle, je veux des preuves, je veux du tangible, je veux des reporting. Il ne s'agit pas de critiquer le contrôle. Quand on est manager, bien sûr qu'il faut contrôler. Mais il y a des moments de contrôle, il y a des moments de confiance, mais les deux de manière concomitante, c'est absolument impossible. Je ne peux pas ouvrir les yeux et fermer les yeux en même temps, c'est strictement impossible.
Donc, la confiance suppose le risque, l'incertitude. Elle augmente avec un accroissement des incertitudes et certainement pas avec un accroissement des certitudes, contrairement à ce qu'on pense. Quand les gens disent à qui faites le test, vous posez la question à qui faites-vous confiance, les gens vont réfléchir un petit temps et vont dire je fais confiance à des gens fiables. Non, s'ils sont fiables, vous n'avez plus besoin de leur faire confiance. Et si vous leur faites confiance, c'est justement sur la partie où vous ne les savez pas fiables. Donc c'est vraiment la confiance, l'incertitude est inhérente à la confiance. Pourquoi elle est rentable ? Parce que vous l'avez expérimenté comme moi, c'est aussi une loi assez philosophique existentielle. Quand vous faites confiance à quelqu'un, l'autre se sent tellement investi de la confiance reçue qu'il adopte un comportement digne de confiance progressivement. Je ne parle pas des flemmards et des paresseux qui font rien de toute façon. Je parle des gens qui ont envie d'entreprendre. Et pour cela, la confiance est très rentable. Le télétravail en est un exemple. Les gens ne travaillent pas moins bien ou moins en télétravail que chez eux, au contraire. Les entreprises qui prennent maintenant modèle sur les entreprises anglo-saxonnes qui ne limitent pas à 5 semaines les congés payés, les gens n'abusent pas de l'aspect illimité des congés payés. Donc on veut se sentir d'autant plus digne qu'on a reçu une forte confiance et le travail s'en ressent évidemment. Et donc c'est dans ce sens-là que je disais que la confiance est très rentable. Je n'ai pas le temps de détailler ce concept de confiance, mais en tout cas j'insisterai en guise de conclusion sur la notion de risque qui est évidemment inhérente à la notion de confiance comme je le dis. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de confiance. Et la période, évidemment, ça me semble aussi être quelque chose qui va rester, nous impose d'une certaine façon à être plus tolérants au risque et à l'incertitude. On le voit très clairement, nos stratégies à long terme sont pulvérisées parce qu'un coup du sort nous tombe dessus, un virus nous tombe dessus, demain ce sera autre chose. Donc ce que ça suppose, c'est de faire appel à ce qu'on appelle non pas l'intelligence purement rationnelle, ça ne veut pas dire qu'il faut la négliger, mais à l'heure de l'intelligence artificielle, ça me semble être moins l'urgence, mais faire appel à ce qu'on appelle en philosophie l'intuition, c'est-à-dire c'est pas du tout du pif ou du flair qui vient de nulle part, l'intuition. L'intuition, c'est lié à l'expérience. L'expérience, c'est pas l'âge. Quelqu'un qui a 25 ans a plus d'expérience que moi en informatique, par exemple. Mais l'expérience, c'est la familiarisation avec un milieu. Et l'intuition va avec l'expérience. Quelqu'un qui a de l'intuition, c'est celui qui a suffisamment eu d'expérience pour ressentir intérieurement ce qui se passe. Un capitaine qui a de l'intuition, c'est celui qui a suffisamment navigué sur la mer pour ressentir intérieurement ce qui se passe. Et cette intuition, cette intelligence d'action, elle joue avec les aléas, avec les contingences, avec les risques. C'est ça, être un homme ou être une femme d'action, c'est être capable de jouer avec les aléas, les risques et les incertitudes. Les gens qui disent on ne peut rien faire, ça change tout le temps. Au contraire, c'est parce que ça change tout le temps qu'on peut agir et qu'on peut faire. Mais pour ça, il faut faire preuve d'intuition, d'intelligence d'action. C'est ce qu'Aristote appelait l'œil de l'âme. C'est pas l'œil du cerveau purement rationnel. C'est quelque chose de beaucoup plus nébuleux, plus irrationnel, l'âme, mais qui est une sorte de conviction des profondeurs. Et cette intuition, elle permet aussi de sortir parfois du purement procédural. Et elle est capable de dire parfois il y a moins de risques à en prendre un qu'à ne pas vouloir en prendre du tout. C'est ça l'intelligence d'action. Ça s'oppose à une logique dans laquelle on baigne de façon très forte dans notre pays, à la logique purement bureaucratique et procédurale où on ne veut prendre aucun risque. Donc on sécurise tout, on procédurise tout. Je ne dis pas que le process est à bannir, loin de là. Mais quand le process devient le sommet des priorités au détriment du sens d'une situation, c'est là qu'on tombe dans l'absurde et c'est là qu'on ne fait plus preuve du tout d'intelligence d'action. Donc la période nous invite à faire preuve, à cultiver cette intuition-là. Je finirai par une phrase d'Alain, le philosophe, qui nous dit en gros, il y a l'avenir qui se fait et puis il y a l'avenir qu'on fait. Pour l'avenir qui se fait, on a besoin d'espérance, d'optimisme, de toutes ces choses un peu passives, puisque ça ne dépend pas de nous. Mais pour l'avenir qu'on fait, on a besoin de travail, de conviction, de détermination, de rigueur et de volonté. Et il résume cette idée-là dans cette phrase-là. Ne décidant jamais, nous dirigeons toujours. On ne décide pas du coup du sort, on ne décide pas de ce qui va nous arriver demain ou de la Covid qui nous tombe dessus. On ne décide jamais, mais nous dirigeons toujours, c'est-à-dire que c'est à nous de donner le sens que l'on souhaite aux événements que l'on traverse. Le sens n'est jamais dans une factualité. Si je me lève tout d'un coup là et je disparais sans rien dire, j'aurai autant d'interprétations et de sens que de personnes derrière l'écran. Quelqu'un va se dire elle est complètement dingue, l'autre malade, bref. Il y aura autant de sens que de personnes derrière l'écran. C'est-à-dire que le sens n'est jamais dans une situation préinscrite. Ça veut dire que aucune situation
n'est une fatalité, aucune situation n'est un déterminisme, c'est nous, l'esprit humain, c'est chaque esprit qui donne le sens qu'il souhaite aux événements qu'il traverse. Si on veut faire de cette période une catastrophe irrémédiable, on en fera une catastrophe irrémédiable. Si on veut trouver des bienfaits inespérés à cette période malheureuse, on en trouvera des bienfaits. C'est très responsabilisant comme façon de penser, comme philosophie, mais je suis plutôt partisane de ces philosophies-là. Mais encore une fois, à nous de donner et de choisir le sens que l'on veut aux événements que l'on traverse. Donc ne décidons jamais, nous dirigeons toujours. Je vois qu'il est 33-16, donc il faut que je m'arrête et j'espère qu'il y aura des questions, des interactions, des contradictions pour nuancer, approfondir ce que j'ai dit de façon très rapide. Bon, merci. Merci Julien. Merci. Je commence alors parce qu'en effet, ce serait bien que vos questions arrivent directement à Julien et en attendant que vous les posiez. Ah mais alors vous savez, j'ai pas mes lunettes et je vois rien. Je vais lire. Ok, très bien. Ça, je peux le faire. J'avais une question peut-être par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui donne du sens à votre travail du coup ? Ah bah alors là, a priori c'était insensé mon métier parce que je pensais pas aller dans les entreprises avec de la philosophie. Je pensais que c'était complètement ubuesque. Et je ne voyais pas le sens, mais c'est en le faisant que j'ai trouvé du sens. Et le sens, c'est de mettre soit de la culture, soit de la rigueur de raisonnement derrière des grands concepts que l'entreprise, les gens d'entreprise utilisent. Ne questionnent pas parce que c'est pas leur job, c'est pas le moment, ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais quand on ne sait pas vraiment de quoi on parle, si on décortique pas les concepts, si on met pas du sens derrière des mots, on tombe très vite dans du nominalisme et dans des illusions et dans des cafouillages. Donc pour moi, le sens, c'est d'essayer de regarder le plus lucidement possible, avec le plus de lucidité possible les situations, regarder l'entreprise, mais avec un prisme différent pour apporter un autre regard et utiliser, sans les trahir, en tout cas le moins possible, les grands penseurs qui ont eu des idées fantastiques, mais qu'il est très difficile de lire, et donc de faire l'intercesseur entre les génies philosophes et puis le monde managérial pour dire, regardez, ce que les philosophes ont dit depuis 3000 ans, il y a quelque chose, si ça a 3000 ans, c'est pas un hasard, il y a des vérités existentielles humaines qui reste, là c'est pour répondre à votre sujet, ça reste toujours, ça évolue mais ça reste. Et donc voilà, en faire part le plus simplement possible. Est-ce que la pandémie a aidé la philosophie ? Est-ce que le temps d'arrêt auquel on a tous été confrontés a laissé du temps aux penseurs justement ? Malheureusement oui, parce que ça remet en question beaucoup de notions, ce que c'est que le risque, ce que c'est que la santé, la place de la santé dans nos vies, toutes ces questions-là sont très philosophiques, donc les périodes malheureuses sont propices, alors non pas aux gourous comme c'est la grande mode des gourous, certains coachs de développement personnel qui profitent de la période de vulnérabilité pour faire du business. C'est pas du tout dans ce sens-là que la période est fructueuse pour la philosophie. La philosophie profite des événements pour les penser, mais certainement pas pour usurper en tout cas ou profiter des faiblesses humaines. Non. Et alors, on a une question. Un mini-mot sur Emmanuel Faber, Danone, qui a poussé à la responsabilité sociétale de Danone de transformer le groupe en entreprise à mission et pour qui ça s'est mal terminé. Quel message ? Les entreprises ne sont-elles pas prêtes ? Sont-elles dans une recherche de profitabilité à tout prix ? Oui, alors non, je suis... après, les conditions d'éviction de Emmanuel Faber sont un sujet et puis que je ne maîtrise pas du tout, donc ce n'est pas du tout mon sujet. Mais en tout cas, je crois que les entreprises, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises françaises qui sont tout à fait prêtes et qui ont compris la nécessité de répondre à une raison d'être ou à une entreprise à mission. C'est pas parce que Emmanuel Faber parle de responsabilité d'entreprise qu'il est viré. C'est un peu simpliste comme idée. Donc je crois que non, au contraire, les entreprises les plus prêtes sont celles qui comprennent que le sens évolue en fonction du contexte du pays. La Chine ne se pose pas du tout la question de la raison d'être de ces entreprises. Le but, c'est la performance, la rentabilité, etc. Mais en fonction des cultures de pays et des cultures d'entreprise, on arrive à se questionner sur le sens de l'entreprise. Donc ça ne veut pas dire que la performance économique et financière de l'entreprise compte moins. Pas du tout, ça ne doit pas se faire au détriment de la raison. La raison d'être ne doit pas se faire au détriment de cette performance, profitabilité. Mais en tout cas, je crois qu'on est arrivé dans un âge, dans une ère où justement la question du sens de ce qu'on fait est absolument essentielle. Et les gens ont un besoin de ça. Quand on ne peut pas répondre à la question du sens de ce que je fais, mais c'est une cause de souffrance forte, c'est ce qu'on appelle le burn-out, qui aura à mon avis le même avenir que le burn-out. Et c'est très compliqué de trouver du sens, encore une fois. Si vous voulez, on décortique le concept de sens, mais enfin, je préfère laisser place aux questions. Mais en tout cas, non, c'est un impératif aussi important, en tout cas pas si secondaire que ça par rapport à la performance financière.
Vous parliez de conscientisation des risques et des incidences que ça peut avoir sur la société. Concrètement, la conscientisation du risque sanitaire à laquelle on est tous confrontés, quel impact elle peut avoir par rapport, pour les marques, pour les retailers, les e-commerçants, par rapport à la consommation? Est-ce que plus que jamais, il faut vendre de l'essentiel et être dans le produit et pour sa valeur première, ou est-ce qu'à l'inverse, il faut, selon vous, vendre du rêve plus que jamais? Je crois qu'il faut les deux. Je pense qu'il ne faut pas mutiler l'humain et de l'essentiel et du rêve. On est homo sapiens, rationnel, mais aussi homo démens. Et on a aussi une part d'imaginaire très forte et de désir très forte. Je crois qu'il y a une tendance assez malheureuse, notamment dans les mouvements écologistes, je ne suis pas du tout anti-écolo, mais à réduire la vie au purement biologique et au pur besoin, et c'est oublier toute la part de désir de l'homme. Sans désir, on se réduit à manger du pain, de l'eau et des graines de sauge, etc., et des choses pas très réjouissantes. Sans désir, on a juste besoin d'un abri pour se réchauffer, mais c'est pas la chaleur d'un foyer. Sans désir, on est dans de la sexualité brute et pas dans de l'amour plus tendre ou plus voluptueux. Donc si on enlève toute la partie désir de l'homme, donc imaginaire, rêverie, etc., et qu'on s'en réduit à la partie purement biologique, besoin, nécessité, la vie n'est plus une existence. Donc je pense que c'est mutiler une grande part de l'humanité. Oui. Nos existences ont été mutilées. Pour la consommation, ça a été aussi très digitalisé. Par rapport à ce désir, il pouvait s'exprimer par des achats d'impulsion, des achats, justement, on passe devant quelque chose qui nous fait envie, on l'achète. Aujourd'hui, sur le e-commerce, cette version digitale, d'après ce que vous observez des consommateurs, est-ce qu'on peut retrouver ce genre de pratique sans avoir justement le croisement de rue, l'objet devant soi? Oui, alors je pense que la consommation n'a pas chuté, ou en tout cas les entreprises numériques, les grandes entreprises numériques, les plateformes voient aussi leurs chiffres monter et ont eu une très bonne année. Je pense à un grand géant, et tant mieux. Mais ça a été très frappant lors du premier confinement. Les gens se sont précipités après le premier confinement, alors on peut tout acheter en ligne, se sont précipités dans les magasins réels. Physique. Et il y avait des queues pas possibles devant les magasins vestimentaires notamment. Donc au contraire, ça rendra d'autant plus attractif. C'est ce que je disais pour le télétravail tout à l'heure. Ça rend d'autant plus attractif et désiré les moments de retrouvailles. Donc il ne s'agit pas de les penser séparément. Le numérique ou le télétravail vient seconder le présentiel, le réel, mais il ne s'y substituera jamais, bien sûr. La dernière question par rapport au télétravail, c'est sur le partage des idées. Est-ce qu'on peut, justement, en restreignant les moments de partage collectif, être dans un échange d'idées simple, parce que finalement c'est aussi dans le temps long, là on est très efficace en télétravail, peut-être que si on réduit à 1 jour par semaine les moments d'échange, on réduit d'autant les fluides. Oui, et si on réduit d'autant et qu'on voit que ça s'amenuise, il faudra augmenter les moments de collectif, mais c'est de notre capacité, de notre volonté de créer d'autant plus de moments collectifs. Donc effectivement en présentiel il y a des choses informelles qui sont fructueuses aussi pour la créativité, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'on est plus ou moins créatif en télétravail qu'en présentiel, mais c'est de notre ressort d'adapter évidemment ces moments-là. Et sur la créativité, j'en profite juste pour dire un petit mot, parce qu'on a eu aussi une tendance un peu forte à se réunir et à se dire c'est tout le charme des brainstorming, où on va se réunir et puis on va être créatif, donc on laisse les gens parler et puis on perd parfois 2 heures à laisser notre soi-disant créativité et le génie de nos collaborateurs s'exprimer, mais résultat, au bout de 2 heures, on se retrouve avec des paperboards sur lesquels il y a des grands beaux mots, des grands concepts, transparence, sens, confiance, etc., qui sont là, mais on n'a pas du tout eu une idée fructueuse. Pourquoi ? Parce que la créativité, l'idée fructueuse, elle émerge quand on se contredit, d'où la nécessité du présentiel, mais ça peut se faire aussi en virtuel, mais il faut se contredire. Donc maintenant, il y a eu une mode de la bienveillance, parce qu'on est bienveillant, on ne contredit pas et on laisse fuser les idées sur des heures. Résultat, parfois, on arrive encore une fois à de la guimauve. Donc la créativité des idées juteuses, fructueuses, depuis Aristote, on définit les idées vraies comme ça, c'est celle qui dépasse les contradictions. Donc la bienveillance que suppose le brainstorming et ces réunions collectives de créativité, la bienveillance suppose la confrontation, mais la confrontation, c'est pas le conflit, la confrontation, c'est pas l'humiliation. Là, si des gens me disent « mais je suis pas du tout d'accord avec vos arguments », c'est de la bienveillance, parce que 1, ils m'ont écouté jusqu'au bout, c'est très respectueux, et 2, on va progresser ensemble pour arriver à une idée plus juste ensemble. Donc encore une fois, la créativité et ces moments collectifs sont absolument nécessaires si, encore une fois, ils permettent la confrontation, la contradiction.
Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Ah bah alors mince. Nul. On est arrivé au bout de notre temps. Merci beaucoup Julia pour cette ouverture de matinée. Peut-être à Monaco une prochaine fois. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.